Bonjour et bienvenue sur la chaîne AME-AFF pour cette seconde rencontre hépato sur la thématique des stéatopathies métaboliques. Nous passons à la troisième séquence sur l'histoire naturelle et le pronostic. Et j'ai le plaisir d'inviter le professeur Laurence Serfati de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Bonjour Laurence. Bonjour Maëva. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'histoire naturelle de cette pathologie ? Alors c'est une maladie chronique du foie qui évolue lentement, voire très lentement, sur des années, voire des décennies. Et il faut considérer deux grandes catégories de patients. Une première catégorie qui est la majorité des patients qui ont ce qu'on appelle une stéatose simple et qui est d'évolution bénigne dans l'énorme majorité des cas. Et puis une deuxième catégorie de patients qui ont des lésions de stéatose associées à de l'inflammation, ce qu'on appelle la stéatohépatite ou NASH, et qui elle est susceptible d'évoluer vers la cirrhose et le cancer du foie. Et puis vous avez des formes intermédiaires de patients qui ont une stéatose simple, c'est-à-dire sans vraiment de NASH, mais avec un peu d'inflammation, et qui peut évoluer vers la NASH, la fibrose et voire la cirrhose. Et est-ce qu'on a une idée justement de cette proportion de patients qui peut évoluer vers les stades plus sévères ? Il y a eu deux grandes séries de patients et c'était de l'ordre de 10 à 15% des patients. Et est-ce qu'on connaît le temps d'évolution entre une stéatose simple et une cirrhose ? Est-ce que c'est 20 ans ? Alors, le temps d'évolution, en fait, va dépendre du stade de fibrose initiale et de l'existence ou non d'une stéatohépatite. Dans une méta-analyse qui a repris 11 études avec des biopsies répétées, il a été montré que chez les patients qui avaient une stéatohépatite, le risque de progression de la fibrose était d'environ 25%, un quart des patients. Chez les patients qui avaient une stéatose simple, il y avait également un risque de progression, c'est-à-dire c'est probablement des patients avec des formes intermédiaires, et ces patients-là, le risque était de l'ordre de 8 à 10% de risque de progression de la maladie. Et puis il y a une étude chez les patients F3 avec une NASH et une étude négative sur l'évaluation du syntusimab qui portait sur plus de 250 patients qui ont eu des biopsies répétées pendant 2 ans. Et là, le risque de survenue de cirrhose chez ces patients F3 était de 20% à 2 ans. Pour ce qui est des patients F0, F2, on n'a pas trop encore l'idée exacte du risque de progression vers la cirrhose. Ce qu'on sait que toujours dans cette même méta-analyse, chez des patients F0, il y en avait quand même 40% qui avaient une progression au bout de 4 ans. Donc c'est important cette notion de progresseur rapide. Est-ce que la stéatopathie métabolique est réversible ? Alors, la stéatopathie métabolique est réversible, soit de façon spontanée, c'est-à-dire chez des patients qui font attention, bien sûr, soit sous traitement. Il y a une grande cohorte asiatique où l'on a mesuré l'incidence d'apparition ou de disparition de la stéatopathie métabolique. Et parmi environ 330 patients qui avaient une stéatose à l'échographie initiale, lorsqu'on suivait les patients plus de 2 ans, il y en avait quand même 25% chez qui la stéatose disparaissait. Est-ce qu'on connaît les facteurs de risque de progression vers les stades sévères ? Alors les facteurs de risque, oui, on les connaît. En premier, il y a l'âge. Clairement, l'âge est un facteur de risque. Le sexe masculin également. Il y a les facteurs de risque métaboliques, bien entendu. En premier, le diabète, qui est vraiment le diabète mal équilibré, est vraiment un facteur de risque de progression. La prise pondérale durant le suivi. Et puis, vous avez des facteurs également génétiques, comme le polymorphisme pour le PNPLA3, qui a l'air d'être un facteur de risque indépendant de progression de la fibrose. Et puis, bien entendu, vous avez les règles, l'hygiène de vie. Alors, on dit qu'il y a un risque de carcinome hépatocellulaire sans cirrhose. Est-ce que vous pensez que ce risque est réel ? Alors, il faut savoir que la stéatopathie métabolique est la première cause de carcinome hépatocellulaire sur foie non cirrhotique. En fait, quand on reprend un peu les études, la prévalence finalement de CHC sur foie non cirrhotique parmi tous les patients qui ont un CHC sur une stéatopathie métabolique représente environ 10 à 50% des patients selon les séries. Donc c'est relativement fréquent. Maintenant, les patients qui ont un carcinome hépatocellulaire sur foie non cirrhotique sont suivis. Donc on connaît des facteurs de risque de CHC sans cirrhose ? Donc les facteurs de risque de CHC sur foie non cirrhotique ne sont pas clairement établis. Il a été montré que le polymorphisme pour PNPLA3 était un facteur de risque indépendant sur le carcinome hépatocellulaire, indépendamment de la cirrhose. Et puis, il y a également d'autres facteurs de risque possibles. Par exemple, il y a une étude récente qui a été publiée, une étude asiatique, qui a montré sur une grande cohorte de patients
ayant une stéatopathie métabolique non cirrhotique, que les facteurs de risque de survenue de CHC sur foie non cirrhotique dans cette population asiatique étaient l'âge supérieur à 55 ans et l'élévation des transaminases. Mais sinon, c'est clairement, on n'a pas pour l'instant vraiment défini la population à risque chez qui peut survenir ce carcinome hépatocellulaire sur foie non cirrhotique. On a une idée de l'incidence, par contre, de ce CHC sans cirrhose ? Alors, toujours dans cette même étude, on a une incidence qui est très faible, puisque l'incidence était cumulée à 10 ans était de 2,7%. Très bien. Alors, passons maintenant au pronostic de ces patients par rapport à la population générale. D'abord, en termes de mortalité globale, est-ce que vous pouvez nous donner les causes de mortalité chez ces patients ? Alors, il y a eu plusieurs études, grandes études de cohorte longitudinales, où on a eu des patients qui avaient une biopsie initiale et qui ensuite ont été suivis sur 10, 15 ou 20 ans. Et lorsqu'on s'intéresse à la morbimortalité, la première cause de mortalité chez ces patients est une mortalité d'origine cardiovasculaire, ce qui représente à peu près 30 à 40% des décès. En deuxième vient les cancers, tout cancer, 20%. Et en fait, en troisième arrive le foie, les complications hépatiques qui représentent environ 10% des causes de décès. Quel est le principal facteur de risque de mortalité globale chez ces patients ? Alors là, dans toutes ces études, elles sont assez concordantes pour dire que lorsqu'on fait une analyse multivariée, et là on a la puissance puisque c'est des patients chez qui il y a des événements et les cohortes sont importantes, on trouve vraiment deux facteurs de risque indépendants et le stade de fibrose initiale. Que ça soit pour la mortalité globale, indépendamment de tous les facteurs de risque cardiovasculaires, le métabolique, le tabac, la prise de statine, enfin tout, c'était totalement indépendant. Et lorsqu'on regarde les causes de mortalité, la mortalité hépatique, là encore, la fibrose, le score de fibrose initial est le facteur prédictif, et même peut-être même indépendamment des lésions de stéatohépatite. C'est-à-dire qu'il y avait des patients avec des stéatofibroses sans inflammation et qui avaient un risque de progression plus important. Donc on peut retenir un stade de fibrose F3 pour un pronostic altéré ? Voilà, dans toutes ces études. Alors, F2, c'est un peu encore limite, probablement qu'il faut plus de suivi, ces études avec des suivis très longs. Mais F3, clairement, à partir de F3, il faut commencer à s'inquiéter. Alors, il y a un plein essor là, pour les marqueurs non invasifs. Ils ont un intérêt non pas seulement dans le diagnostic de fibrose, on leur trouve maintenant un intérêt dans le pronostic. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, comme pendant l'hépatite C, finalement, ces marqueurs de fibrose ont été testés, là encore, sur des grandes cohortes internationales de patients, de cohortes de morbimortalité. Et donc, plusieurs tests, là, c'est des tests sériques, des biomarqueurs sériques qui ont été testés, qui sont des tests simples. C'est le NAFLD Fibrosis Score, le FIB4, l'APRI, le BARD4. Tous ces tests étaient prédictifs de la mortalité globale et de la mortalité liée au foie. On va terminer avec la surveillance de ces patients. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu la conduite à tenir en fonction du stade de fibrose sur le rythme de surveillance de ces patients ? Alors, chez les patients parvenus au stade de cirrhose, la surveillance est standard, c'est-à-dire que c'est les patients qui vont avoir une échographie semestrielle et une gastroscopie. Et puis, le problème, c'est chez les patients non cirrhotiques. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de recommandations. Les marqueurs non invasifs n'ont pas été validés en longitudinal. C'est des études qui sont en cours. Mais pour l'instant, c'est vrai que dans la pratique, on suit ces patients avec au moins un marqueur de fibrose une fois par an, qui peut être une élastométrie par exemple. Et puis, c'est vrai que chez les patients qui ont des fibroses un peu sévères, F2, F3 surtout, chez ces patients-là, en plus avec des facteurs de risque comme l'âge, le diabète, chez ces patients-là, on va peut-être avoir une surveillance plus rapprochée, peut-être les surveiller comme des cirrhoses, parce que probablement que le risque de carcinome hépatocellulaire est un peu plus élevé dans cette population. Mais là encore, ça nécessite de faire des études pour vraiment identifier les groupes à risque de carcinome hépatocellulaire sur foie non cirrhotique. Donc pas encore de dépistage systématique tous les 6 mois chez les patients qui ont une stéatopathie métabolique. Voilà, donc l'incidence est inférieure. Pour que ça soit coefficace, il faut que l'incidence soit supérieure à 1,5% par an. Et donc là, on en est très loin. Donc clairement, il faut identifier les groupes à risque. Merci Laurence. Donc en synthèse, on retiendra que le pronostic dépend principalement chez ces patients de la présence et de la sévérité de la fibrose. Ils meurent principalement de causes cardiovasculaires, indépendamment des facteurs de risque classiques cardiovasculaires. Et la stéatopathie métabolique est la première cause de carcinome hépatocellulaire sans cirrhose. Merci Laurence. Merci Maëva.